Et à ce stade, ce qui est très intéressant, c'est de voir que certains discours qui marquent les consciences sont le fait justement de gens qui n'appartiennent pas au milieu politique. Eh bien, au cours des prochaines minutes, nous allons revenir sur un discours marquant qui a marqué les esprits en Israël. Ce discours, c'est celui prononcé par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, lors de la cérémonie ouvrant les commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. C'était mardi soir, il y a 10 jours, devant le Kotel Amaravi, le mur occidental. Écoutez. מכובדיי כולכם. מסע חזרתו של עם ישראל לארצו הוא אירוע חסר תקדים בתולדות העמים. סוג של נס. גם אם הדור הנוכחי רואה במדינה דבר טבעי. ההישגים שנרשמו כאן מיום שהחלוץ הראשון דרך על חופי הארץ וחבר ליישוב הישן הם יוצאי דופן. זהו מסע של אמונה, נחישות ויצירתיות, כשלכל אורך דרכו בחזית ובאגפים התייצבו דורות של מגינים במחיר כבד, במחיר דמים. Voilà un extrait du début de cette intervention du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, donc lors de la cérémonie d'ouverture des commémorations du Yom HaZikaron. Et pour parler de ce discours qui, comme je le disais, a marqué les esprits dans la société israélienne, nous sommes avec David Klezewski. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'université de Tel Aviv et doctorante dans le domaine du discours, dans l'étude des discours. Et je voudrais qu'avec vous, nous essayions de comprendre pourquoi ce discours a tellement marqué les esprits, pourquoi on en parle, on en a parlé beaucoup dans cette semaine à la fois du souvenir et de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours du chef d'état-major de si particulier ? Est-ce que par exemple, c'est le fait qu'il ait à la fois lié l'histoire du peuple juif à la réalité d'aujourd'hui difficile ? Alors effectivement, discours remarqué, vous l'avez précisé, et donc toujours intéressant de demander pourquoi. On va voir effectivement la piste que vous indiquez ici. Rappelons d'un mot que c'est donc à l'occasion des cérémonies annuelles, au cours desquelles souvent on se souvient des sacrifices, on commémore les morts, on célèbre l'indépendance aussi. Et ce sont souvent des discours qui sont très remarqués pour leur potentiel politique. Tout de suite, une question qui se pose, que les observateurs se posent, est-ce que les prises de position lors de ce genre de cérémonie pourront un jour se convertir en occasion de passer du monde militaire au monde politique, par exemple ? Ce ne serait pas évidemment la première fois, mais on est là, ici, bien au-delà, ou en tout cas, on est bien avant cette possible phase. Et à ce stade, ce qui est très intéressant, c'est de voir que certains discours qui marquent les consciences sont le fait justement de gens qui n'appartiennent pas au milieu politique. C'était le cas il y a un an et demi avec Mariam Peretz, c'est aujourd'hui le cas avec le chef d'état-major Kochavi. Alors ce discours, il a tout de suite été qualifié de discours des trois mères. Oui. Trois mères, E-R-E. Il est effectivement question de trois mères différentes. Et je le qualifierais plutôt de discours des trois foi ou bien des trois sensibilités. Je m'explique. Dans l'ordre, on a d'abord une mère, la mère biblique, Rachel. Aviv Kochavi, le chef d'état-major, fait référence donc ici à la foi, je dirais évidemment religieuse, à un texte, aux écrits, au texte sacré. La première première des mères était notre mère Rachel, qui n'a pas pu vivre dans son pays. Là, elle fait un lien entre cette nature diasporique, on va dire, du vécu de Rachel avec la diaspora, la très longue diaspora du peuple juif. Ici, il fait donc un lien. Ce n'est pas dans ce lien que réside la spécificité du discours. En revanche, une première spécificité, c'est cette succession de mères. La deuxième mère auquel Aviv Kochavi fait allusion, c'est une mère que j'appellerais une mère ou une foi, une sensibilité laïque. Pourquoi ? Bien ici, c'est lié au stéréotype. Il cite en exemple, cette mère qui a créé, fondé une famille dans un kibbutz. Or, en termes d'image, de stéréotype, la plupart des kibbutz sont associés à
cet esprit très sioniste, mais très sioniste laïque. On a donc ici ce cumul, et puis sur le plan du récit, du narratif, ce qui est intéressant, c'est la symétrie qui est qui est construite par le chef d'état-major entre Rachel, qui n'a pas eu de pays d'une certaine manière, mais dont les enfants, eux, ont pu vivre en Israël. En revanche, cette mère du kibbutz, elle, a bien eu un pays, mais a perdu ses enfants. Et cette symétrie elle est intéressante, elle est efficace, en fait, d'abord parce qu'elle est simple à comprendre, mais aussi parce qu'elle met donc en valeur les différences de sensibilité, une qui symbolise la Bible, la Torah, et une autre qui symbolise le sionisme laïque. Mais plus encore, cette symétrie met en évidence les points communs, la démarche commune, les valeurs, la continuité, en dépit des époques, en dépit de l'appartenance, en dépit des sensibilités. Et ce qui est en fait extrêmement intéressant dans le discours, eh bien, c'est en fait, d'une certaine manière, le récit aurait pu s'arrêter là. Et oui. Si Aviv Kochavi avait voulu faire une histoire judéo-juive ou judéo-israélienne ou israélo-israélienne très axée sur le peuple juif, il aurait pu s'arrêter là. Or, il fait intervenir en fin de discours la troisième mère, que j'appellerais la mère universelle, en fait. C'est-à-dire une mère qui, et là je cite Aviv Kochavi, je ne connais pas son nom, mais elle représente de nombreuses mères. Ces mères réparties sur tout le territoire, sur tout le pays, et commence alors, ici avec Aviv Kochavi, le fameux jeu des catégorisations quand on s'intéresse un petit peu aux différents secteurs en Israël. Le choix des catégorisations chez Aviv Kochavi ici, je cite Kochavi, elle est peut-être une mère religieuse ou laïque des campagnes de la ville, juive, druze, chrétienne et musulmane. Ça, c'est extrêmement intéressant pour deux raisons. D'abord parce qu'ici, les référents identitaires sont des références liées à la foi, liées en tout cas au minimum à une appartenance religieuse. Parfois, c'est évidemment compliqué, c'est plus compliqué chez les druzes et les juifs notamment. Évidemment, on peut parler de dimension ethnique et religieuse en même temps. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'absence de marqueurs ethniques traditionnels dans ces discours de la tolérance ou du vivre ensemble. En Israël, il n'y a aucune référence, par exemple ici, à Ashkénaze ou oriental, Mizrahi. C'est-à-dire au sein même du peuple juif, la référence ethnique ici n'existe pas. De la même manière, aucune référence aux Arabes. Ici, la diversité, c'est une diversité multiconfessionnelle, beaucoup plus que multi-ethnique. Alors, à mon avis, extrêmement intéressant. Et on peut ensuite bien sûr développer dans la même. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se cache derrière un tel message. Est-ce que l'aspect que vous avez mentionné, qui est dans la première mère Rachel, un aspect religieux historique, et également dans la dimension plus universelle, on va dire, qui est aussi multiconfessionnelle, est-ce que c'est parce que on était devant le Kotel? Est-ce que c'est parce que le chef d'état-major est conscient de l'apport de la complexité, on va dire, peut-être de la complexité du conflit israélo-palestinien qui se traduit aujourd'hui plus par un conflit religieux que par un conflit territorial. Qu'est-ce qu'il veut dire Aviv Kochavi lorsqu'il parle comme cela? Alors, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de voir la résonance entre ce discours sur la foi et les israéliennes. Il y a une donnée, par exemple, sociologique qui est très intéressante. C'est qu'il y a en Israël de nombreuses personnes qui se disent laïques, qui même revendiquent le caractère laïque de leur identité, mais en même temps se disent croyants. Ouais. La dimension de foi, ils disent, or ça, c'est une donnée qui mériterait d'être recherchée à l'étranger, mais en Europe, aux États-Unis, généralement, ceux qui affichent leur attachement viscéral parfois, identitaire très fort à la laïcité, se revendiquent aussi. Sont athées. C'est plutôt rare Pardon ? Ils sont athées. Tout à fait. Sur le plan sociologique, souvent ceux qui sont athées revendiquent aussi une forme de laïcité. En Israël, de nombreux laïcs sont très croyants. Ce qui veut dire que pour créer un discours, pour créer du lien, pour créer un discours transsectoriel,
bien, un discours multiconfessionnel peut être parfois plus fédérateur, plus mobilisateur qu'un discours multiethnique. Alors, En tout cas, dans un contexte qui n'est pas lié à une élection électorale. Alors, est-ce qu'il veut aussi projeter l'État d'Israël, dire que peut-être lorsque lui, il ne sera plus chef d'état-major, eh bien, l'État d'Israël aura changé de constellation. Ce sera un État dans lequel eh bien, chaque citoyen de toute religion aura les mêmes droits, peut-être les mêmes devoirs. Est-ce qu'il s'inscrit dans les changements politiques auxquels on assiste avec le parti Ram qui veut revendiquer une forte nouvelle identité israélienne? Est-ce qu'il y a des messages sous-jacents comme cela? C'est une excellente question et l'impression que j'ai eue ici, c'est que ce discours, finalement, c'est une foi universelle, d'une certaine manière, une foi juive universelle, que Kochavi a articulée. L'articulation des foi, à la base, la racine, c'est quand même une foi qui tire sa légitimité ou sa source, en tout cas dans les textes sacrés. Or, ici, ça marque un point de différence très important avec les discours multiculturels classiques sur État juif et démocratique. Parce que dans ce genre de discours, on a potentiellement une tension. En tout cas, c'est présenté comme tel. On aurait soi-disant d'un côté le caractère juif et de l'autre le caractère démocratique. Il faudrait faire des compromis. Et là, quand on dit ça, généralement, on est aussi dans une optique juridique, créer la loi, faire passer des lois au Parlement. Ici, Kochavi n'est pas dans cette contrainte juridique. Il est encore dans une optique de légiférer, de créer des lois. Il y a un peu plus dans une optique de créer du sens. Ouais. Du coup, ce qui est intéressant quand il crée du sens, c'est qu'il articule, plus rien n'est en tension dans son discours. C'est-à-dire que la mère universelle est potentiellement non juive, y compris musulmane, est protégée par un rêve juif, par une foi juive. Ouais. Et c'est donc une articulation qui est vraiment différente par rapport aux autres discours de la tolérance, notamment quand ils ont vocation à créer de la norme. On parlait du consensus. Est-ce que le fait que Kochavi, en particulier en cette journée du Yom HaZikaron, est le reflet du consensus d'Israël, eh bien, ça lui donne un atout, une carte qu'il n'aura plus jamais lorsqu'il aura abandonné l'uniforme, qu'il sera à la retraite de l'armée israélienne, pour faire passer ce message, un message à la fois consensuel, universel, et à la fois avec qui relie le peuple juif à la terre d'Israël, à l'histoire d'Israël. Ça, c'est difficile pour moi d'y répondre. Ce qui est clair, c'est que a priori, pour le moment, Kochavi est très loin de la politique. Oui. Mais plus il va s'en approcher, plus la question de la norme va se poser, c'est-à-dire quelles règles on établit, quelles lois on fait passer, et plus il va être intéressant de voir dans quelle mesure la philosophie ou l'esprit général de ce discours est peut-être converti, en fait, en action politique très claire. Ça, c'est effectivement une question qui va se poser par la suite. Ce qui est clair, en tout cas, c'est intéressant, c'est que visiblement, si ce discours a plu, c'est que donc le discours sur la foi, autour de la foi, ou discours de foi, un discours à la fois explicite sur la foi, mais aussi un discours qui crée la foi d'une certaine manière, eh bien, ces discours-là plaisent en Israël. C'est donc une réalité sociologique intéressante à analyser. Eh bien, merci beaucoup David Klezewski. Je rappelle que vous allez présenter très prochainement un doctorat donc sur la technique des discours à l'université de Tel Aviv. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce discours passionnant, intéressant du général Aviv Kochavi lors des commémorations du Yom HaZikaron il y a 10 jours. Merci David et à bientôt. Merci à vous.